Salut tout le monde. Aujourd'hui, petite introduction au tournoi KO avec deux, trois concepts spécifiques à ces tournois que beaucoup de joueurs ignorent. On le voit in-game sur des fautes, des petites imprécisions. Donc j'ai préparé ça en format Xmind. J'espère que ça vous ira bien. Et on va commencer tout de suite avec les spécificités de ces tournois. Ça va vous paraître peut-être basique, mais il va en découler le reste en fait. Donc les tournois KO, la spécificité, c'est que le prize pool est divisé en deux. Comme vous le savez, il y a le prize pool freeze out normal, on va dire, et il y a la partie bounty qui représente. Alors aujourd'hui, je vais parler des tournois KO avec le buy-in divisé en deux. Donc par exemple, sur un 10 euros, il y aura 4,50 € dans le prize pool freeze out normal. Il y aura 4,50 € dans la partie bounty et ce sera aussi les tournois à KO progressif. Donc la partie bounty, quand on élimine un joueur, on gagne la moitié de son bounty et l'autre moitié, elle va sur notre tête, donc sur notre bounty. Et cette moitié, elle nous est réservée juste dans le cas où on gagne le tournoi. Dans tous les autres cas où on se fait éliminer, c'est quelqu'un d'autre qui va la récupérer. Mais elle est quand même là, elle est quand même présente, elle est là pour nous en cas de victoire, ça arrive un certain pourcentage du temps. Il en découle qu'on peut être ITM directement à la première main dès qu'on élimine un joueur. C'est assez important. Le prize pool bounty, il diminue au fur et à mesure que le jeu se déroule. À chaque fois que quelqu'un est éliminé, il y a la moitié de son bounty qui disparaît de ce prize pool. Très important aussi. Autre spécificité, en général, le vainqueur, il gagne une grosse partie du prize pool, plus importante en tout cas que le second, le troisième. Je vous ai mis un exemple sur PokerStar où j'avais gagné quelque chose comme 1700 € alors que le deuxième a pris 550 €. Donc j'avais pris quasiment 3 fois plus que le deuxième et bien plus que le troisième, le quatrième et que le reste de la table finale. Un autre tournoi où c'était un peu plus serré, mais j'avais quand même 2 fois plus que le second. Donc ce sera très important dans la partie table finale. Il faut le savoir, ça va aussi différer un peu notre façon de jouer. Faire attention aux sites. Les sites comme Winamax qui ont déjà travaillé cette partie prize pool, ils ont réduit ces écarts. On en parlera à la fin de la présentation. Donc directement, je vais vous donner les règles de buy-in qu'on va utiliser. On ne veut pas rentrer dans un tournoi KO si plus de 15% du field est déjà éliminé. Moi personnellement, c'est plus 10% du field. Alors pourquoi? Puisque à 15% du field, il y a environ, ça va dépendre, ce sera une moyenne, 8% du prize pool bounty qui aura disparu. Enfin, c'est même un minimum de 8% du prize pool bounty. Donc vous ne voudriez pas vous inscrire à un tournoi où il manque 8% du prize pool en payant la même somme que les autres. Seconde chose, à 15% du field éliminé, le tapis moyen il est 18% plus important que le tapis de départ. Ce qui fait qu'on a beaucoup moins de chances de prendre un KO. Sur un tournoi où on commence à 20 000, le tapis moyen sera donc à 23 600. Et on aura moins d'occasions d'éliminer les autres. On sera en moyenne plus petit sur la table. Donc très très important. Moi personnellement j'utilise plutôt même 10% du field. Alors, on va passer aux mathématiques tout de suite. Donc déjà, premier point, depuis que les KO existent, il y a sur pas mal de gens qui ont essayé de créer des modèles sur tous les forums aux États-Unis, en France. Donc depuis quelques années, on a vu passer pas mal de modèles. Donc tous ces modèles, faut déjà bien comprendre que c'est des approximations. Ils nous servent juste à avoir une base de calcul. Personne ne connaît exactement ce qu'il en est. Nous, on va prendre le modèle qui fait le plus consensus aujourd'hui en 2019. Et donc on se met, comme je l'ai dit, dans le cas des tournois KO progressif standard. Alors, cette base de calcul, quelle est-elle? On considère que la valeur d'un bounty, elle est transposée en jetons.
Euh, donc les bounties, ils sont considérés comme de la dead money et ça va améliorer la cote du joueur qui a le plus gros tapis. Et les joueurs vont se retrouver avec des cotes différentes, à jouer des pots différents. Comment on convertit euh, les bounties? On va considérer qu'un starting bounty, ça représente un tiers de starting stack en dead money. Donc, par exemple, en début de tournoi, un tapis à 20 000 avec un bounty à 4,50 €, dans mon exemple d'un tournoi KO à 10 € sur Winamax. Si j'ai l'occasion d'éliminer mon adversaire, je vais rajouter dans le pot un tiers de son starting stack, donc 6 666. Euh, cette valeur de un tiers, je ne vais pas vous exposer comment les trouver et en précision. Il faut juste je vous dis que cette valeur, elle varie. Il y a un petit coefficient multiplicateur dans le modèle. Après, ce coefficient, il varie très très peu pendant l'avancée du tournoi. Donc nous, on va prendre un tiers, c'est une moyenne. Et ça va très bien pour les calculs in-game. Donc je vais vous donner un exemple très simple. Nous sommes au bouton. On open x2 sur des blindes 2005-5000. On open x2 et la big blind réchauffe 11 blindes. Et elle a 11,80 € de bounty sur la tête. Voilà, donc on doit calculer notre cote pour coller ou folder. Donc voilà comment on s'y prend. On doit call 45 000 jetons. Le pot total fait 71 000 jetons. On l'a au milieu. Big Blind, il a environ 2,5 starting bounty. Donc c'est toujours en arrondi in-game. On va pas faire des calculs, on peut pas être très très précis. Donc 4,50 x 2, ça fait 9. Je rajoute un peu la moitié de 4,50 de 25, ça nous donne 11,25. Donc un peu plus de 2,5 starting bounty. Donc je dirais environ 17 000 jetons rajoutés en dead money. Donc 2,5 fois un tiers fois 20 000, 16 666. Donc nous on peut mettre 17 000. Donc le pot total fera 143 000. Donc les 71 000 du milieu, plus les 45 000 qu'on va rajouter, plus les 17 000 de dead money. Ça fera 133 000. Il y a une coquille, c'est 133 000. Donc ce qui nous fait une cote d'environ 33%. Par in-game, 133 divisé par 45, 45 x 3, 135. Ça nous donne un tiers, 33%. Donc avec la calculette, 45 divisé par 133, ça nous donne bien du 33,8. Juste, on peut remarquer que sans le bounty, notre cote, ce serait de 39%. Donc ça change beaucoup les choses. On a quand même plus de 5% en plus d'équité. Donc, on regarde les ranges. Alors ça, c'est le travail qu'on va faire hors table, parce que in-game, ça va être très difficile de juger. C'est avec l'expérience. Vous verrez un peu comment les mains sous-titres vont se comporter, comment les mains connectées vont se comporter, comment les ASIC vont se comporter, ou les petites paires, etc., face à des ranges différentes. Donc, travail hors table pour avoir des idées de comment coller dans ces situations. Donc j'ai fait une petite simulation. Imaginons que le joueur au bouton, il open dans les 45%. Il faudra qu'il ouvre plus. Big blind, mais disons 45%. Disons que le bouton open 45% du temps. Big blind peut push 35% du temps en étant EV+. Donc il peut reshow cette range-là. Donc on a tous les ASICs, quasiment toutes les paires. La paire de 2 est très limite puisqu'il va se faire coller très très souvent, donc il n'aura même pas 50%. C'est possible que ce soit une petite coquille pour la paire de 2. Mais vous verrez avec les simulations que les toutes petites paires se comportent très, très mal en KO en règle générale. On a quasiment tous les rois X-suited jusqu'à roi 6 off, tous les Broadway évidemment, et on descend aussi back 19 suited. Et donc face à cette range de big blind qui rechauffe 11 blindes, avec la dead money,
On se sert de notre logiciel préféré pour regarder quelles mains ont 33% contre la range de réchauffe de Big Blind. Et on se rend compte que c'est très 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 large. Énormément de mains ont 33% contre cette range. Conclusion, on va pouvoir open call toute notre range. Dans ce cas-là, quand le bouton a 2 fois et demi stack de départ et 2 blindes, 2 starting bounty. Donc on a bien 4 et 3 suited qui a l'équité et on va finir par coller le tapis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment on se sert de ces calculs. Donc je vais vous parler d'un petit concept de ratio. Alors ce que j'appelle ratio, c'est le ratio entre le nombre de starting bounty et le nombre de starting stack. Donc je vais remettre notre exemple. Dans cet exemple vilain, donc la big blind, il a 2,5 fois le starting stack, 50 000 environ, un peu plus de 2,5, et il a un peu plus de 2,5 starting stack, starting bounty, excusez-moi, avec 11,8 euros. Donc ce qui lui fait un ratio de 1. Donc in-game, c'est assez pratique de regarder les ratios, puisque mathématiquement, on se retrouve dans les mêmes situations avec les mêmes ratios et le même nombre de jetons. C'est-à-dire que si la Big Blind il avait un ratio de 1, mais au lieu d'avoir 50 000 et 2,5 starting bounty, il avait 100 000 et 5 starting bounty, avec 11 blindes, ce serait la même situation. Si c'était en début de tournoi qu'il avait 20 000 jetons, un starting stack et un starting bounty, il aurait un ratio de 1 et ce serait les mêmes ranges impliqués. Exactement. Les ratios qui sont gros, donc plus gros que 1, ce sont ceux qui vont rajouter le plus de dead money dans les pots. Et on va les retrouver en début de tournoi. Plus le tournoi il avance, et plus les ratios vont diminuer. Tout simplement puisqu'à chaque all-in, dans le tournoi, à l'intérieur du tournoi, le nombre total de jetons est constant. Les jetons restent tout le temps, alors que les bounties disparaissent la moitié à chaque fois. Ce qui fait que les gens auront de plus en plus de jetons, les jetons vont s'additionner, alors que les bounties ne vont pas s'additionner de la même façon. Ce qui fait, il en découle qu'en table finale, sur les gros fils, alors plus les fils sont gros, plus les bounties vont avoir le temps de disparaître progressivement, alors que les jetons vont toujours s'additionner. Donc sur l'étape finale, les bounties seront plus pris en compte quasiment, puisque par rapport aux valeurs des stacks, donc aux valeurs ICM des stacks, je vous invite à regarder le petit cours sur l'état final et l'ICM. Les bounties vont représenter une toute petite portion des valeurs des stacks. Et on ne veut pas mettre en jeu un stack qui vaut 10 fois plus que le bounty pour aller chercher un bounty qui vaut pas tant que ça finalement. Alors attention, je le vois tout le temps, les joueurs sur les tournois KO, ils vont focaliser sur le fait que les bounties en late game, ils sont gros en valeur absolue. Ils vont pas faire attention au fait que leur tapis vaut bien plus cher et que la dead money rajoutée par leur bounty n'est pas intéressante ou pas aussi intéressante qu'en début de tournoi. Je vous donne un petit exemple. Vous jouez un coup pour des tapis à 1 million et votre adversaire il a un bounty à 50 € sur la tête. Donc le joueur qui a payé 10 € d'entrée, il voit les 50 € de bounty et il a vraiment envie de les prendre. Vraiment envie de les prendre. 50 € de bounty, on se rend compte que ça représente 11 starting stack. Donc ça représente dans les 70 000 jetons. Soit, voilà. Et quand on va partir all-in, donc un all-in 1 million plus 1 million, il va avoir un tapis de 2 millions.
et on aura 70 000 de dead money. Donc 3,5% du pot total. Ce qui est, dans notre exemple, le bounty représentait dans les 17% de dead money. Voilà. Ici, c'est un ratio de 11 sur 50, 11 starting bounty sur 50 starting stack, un ratio de 0,2. Donc beaucoup moins intéressant qu'en début de tournoi. En début de tournoi, beaucoup de joueurs qui n'ont pas l'habitude, vont pas être intéressés par un bounty à 4,50 € parce qu'ils vont se dire je vais prendre que 2 €, je veux pas prendre de risque. Alors que la dead money rajoutée sera beaucoup plus importante en proportion. Et ils vont plus être intéressés par un bounty à 50 €, alors que leur tapis de 1 million vaut bien plus que 50 €. Donc voilà, attention, attention à cet effet et, bien retenir ce concept de ratio qui est très intéressant in-game. Ça vous permet de voir les spots intéressants beaucoup plus rapidement. Fermez ça. Alors, les limites de modèle. Je l'ai déjà dit, c'est un modèle, c'est approximatif. Et nous sommes en NTT, il y a bien d'autres facteurs à prendre en compte tout le temps. Quand avec le modèle, vous avez un spot EV+, bien EV+, vous le prenez. Si c'est un spot qui vous paraît plutôt close, vous avez du mal à envisager les ranges en jeu et vous ne savez pas si c'est close ou ça vaut vraiment le coup de prendre un risque pour un petit EV. Il y a d'autres choses à prendre en compte, il y a l'ICM bien sûr. Est-ce que vous avez un avantage à regarder un stack plus gros que la moyenne à la table? Si vous courez tout le monde et que vous avez un spot très close, autant pas le prendre et rester en position de force pour pouvoir prendre des KO. Il peut arriver que vous ayez un très gros bounty juste à votre droite que vous pouvez prendre et que vous ne voulez pas prendre un autre spot qui soit close pour garder l'avantage sur ce gros bounty. À l'inverse, vous allez peut-être prendre un spot close EV+, pour pouvoir, en plus de ça, remonter au-dessus d'autres bounty. Donc, dans les mains qui vont venir, quand vous gagnez le coup, vous allez gagner beaucoup de V, voilà, etc., etc. Il faut toujours réfléchir en KO à la situation du moment. C'est très important, étant donné qu'on n'a pas de réponse absolue à tous ces spots. C'est à vous de réfléchir en tant que joueur de MTT. Quelle sera la meilleure solution pour votre main dans votre spot. Donc on va avancer sur les ajustements du coup à faire sur ces tournois KO par rapport au tournoi freeze out normal. Donc en début de tournoi, les tapis sont profonds, juste les chances qu'on a de partir à tapis, que ce soit pré-flop, flop, turn ou river, elles sont assez faibles. Donc la dead money impliquée par les bounties va pas se faire ressentir. Du coup, il en découle qu'on change rien à notre jeu, on joue comme en freeze out normal. Dès qu'on va pouvoir partir à tapis à un moment du coup, le gros tapis, il va voir ses cotes s'améliorer, puisque il va pouvoir avoir la possibilité d'avoir de la dead money dans le pot par rapport au petit tapis. Voilà, donc ça, tout ce que on va dire vient du fait que les deux joueurs ne jouent pas pour le même pot. Le petit tapis va payer X pour pouvoir gagner X, alors que le gros tapis va payer X pour pouvoir gagner X plus le bounty. Donc très important ce concept. Donc ce qu'il en découle, je vais aller assez rapidement. Je vous invite de toute façon pour toutes les mains en KO à partager sur le Discord vos questions, vos spots spécifiques. Et en règle générale, si vous avez n'importe quelle question sur cette petite introduction, allez sur le Discord et partagez avec les autres. C'est très très important. Donc les ranges pré-flop vont changer. Alors sur nos open, quand on couvre, on va open plus large et on va open plus cher. Donc toujours garder en tête, on ne joue pas le même pot et le gros tapis voit ses cotes s'améliorer. Donc on open plus large, il va avoir les mains border de notre bad range qui vont avoir la cote nécessaire du coup. Et on open un peu plus cher pour avoir plus de chances de partir tapis contre notre adversaire.
Quand on est couvert, on resserre notre range, puisque nos adversaires vont pouvoir nous 3-bet call beaucoup plus. Nos adversaires qui nous couvrent vont avoir des meilleures cotes et vont pouvoir nous flat beaucoup plus aussi. Et on open plus cher pour valoriser notre range qui est plus strong. Donc c'est pas pour la même raison. On va open plus cher puisqu'on va open plus strong. Quand on chauve, toujours la même chose. Donc open chauve pré-flop. Quand on couvre nos adversaires, on peut y aller plus large puisque nos mains ont une meilleure équité. Donc là, ce sera à vous de jouer avec les formules de calcul et vos logiciels pour avoir une idée des ranges qu'on peut chauve. Et quand on va chauve, quand on est couvert, donc nos adversaires qui ont une meilleure cote, ils vont nous call beaucoup plus large. C'est le chaos. Il en découle que le ball range de Jennifer ne sera plus EV+. Donc quand vous avez des spots où on peut chauve 8-7 sous 6, 7-6 sous 6, c'est une grosse erreur de chauve ces mains-là, puisqu'elles sont OV+, grâce, les mains de bad range, Jennifer, sont OV+, grâce à la fold equity et leur équité propre. Quand on n'a plus de fold equity, ou beaucoup moins, bah ces mains, elles se retrouvent derrière la calling range des vilains, et elles deviennent EV-. D'un autre côté, il y a certaines mains à hauteur qui vont être incorporées dans nos chauves, puisque nos adversaires vont nous coller plus large. Donc les mains à hauteur qui sont bad range Jennifer vont passer devant la range de call de nos adversaires. Donc aussi jouer avec les formules. Sur les rechauves pré-flop, quand on couvre, c'est toujours pareil, on a une meilleure cote, donc on va pouvoir rechauve plus large. Quand on est couvert, c'est toujours pareil, notre adversaire, il va nous coller très très large. En plus, il a déjà mis de l'argent dans le pot, il va avoir une cote vraiment améliorée. Donc on va juste resserrer et on va rechauve merger, hein, vraiment pas de bluff. On va pouvoir rechauve un peu plus en haut de range, merger, et vraiment sans bluff. Pour les 3-bet pré-flop, toujours la même idée. Quand on couvre nos adversaires, on va 3-bet call, merger, et large. Et toujours pour chasser les bounties, on va avoir une meilleure cote. Et quand on est couvert, on va devoir resserrer. Notre adversaire va pouvoir 4-bet chauve plus que d'habitude, ou au moins nous flat. Les gens vont beaucoup flatter, à raison, puisqu'ils ont une cote améliorée. Et dans un pot 3-bet, ils vont s'attendre souvent à partir all-in. Voilà donc un exemple d'adaptation sur les KO. On a un spot très particulier, c'est sur des blindes, enfin, mais qui arrive quand même très très souvent. C'est sur des blindes 500 000. La big blind en début du coup a un stack de 10 000, donc de 10 jetons. On a le cutoff qui a un stack de 30 jetons qui open, et on peut s'attendre, il devrait le faire, à ce qu'il open très large. Il couvre le bouton, qui va pas vouloir rejouer trop pour pas se faire call trop. Donc il couvre le bouton et la big blind. La big blind n'a que 10 jetons, donc on peut s'attendre à ce qu'il open très large. Donc c'est un spot où on va vouloir le 3-bet beaucoup, étant donné qu'on le couvre en small blind. Et donc on peut 3-bet, et quand la big blind et le cutoff partent all-in, donc la big blind est censée savoir que les deux adversaires sont larges, elle va pouvoir reshove plus large qu'en freeze out. Le cutoff le sait aussi, que tout le monde est assez large, donc il va pouvoir reshove aussi beaucoup plus large qu'en freeze out, c'est 30 blindes, et face à ces deux ranges, notre 8-10, si on fait les calculs, il est bon, avec la dead money, pour aller chercher tous les jetons et les bounties. Donc là, voilà un spot qui serait jamais fait en freeze out et qui peut être joué comme ça en tournoi bounty, en exemple d'adaptation. Donc ça, c'était pour le pré-flop. Le post-flop, quand on couvre en post-flop, donc flop turn river, quand on couvre, on va jouer plus agressivement, on va avoir plus un taux de bet plus élevé. On aura plus de value sin, parce qu'on a une meilleure cote quand on part à tapis, c'est-à-dire que les mains qui vont être
qui vont être limite river à chauve en tournoi freeze out, elles ne seront plus limite à chauve. Elles vont être bonnes à chauve. Ça va nous augmenter, mécaniquement nos taux de bet. Quand on est couvert, on va jouer plus passivement, avec moins de bluff. Pourquoi avec moins de bluff? Puisque le défenseur il aura une meilleure cote pour nous call. Donc mécaniquement, on met moins de bluff. On va pouvoir par contre value bet plus sin aussi en chauve, étant donné que notre adversaire aura une meilleure cote pour call. Par contre, on aura moins de bluff. Voilà. Les spots, ils vont avoir quelques spécificités. Donc, je vous ai donné un petit exemple. Toujours regarder encore plus qu'en freeze out la taille de mon tapis par rapport aux autres, puisque ça va jouer énormément par rapport à nos open, à nos chauves, enfin à toutes nos ranges, que ce soit pré-flop ou post-flop. Est-ce qu'il y a des gros bounty à prendre? Quels sont les ratios? Puisque gros bounty, je parle en termes de ratio et pas en termes absolus, bien entendu, donc faites très attention. Donc là, c'est l'exemple que j'ai donné, c'est le lower au cutoff, il open. Enfin là, c'est encore plus abusé. Donc big blind qui a 2 blindes, quelle sera sa range? Elle va être très 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 large, etc. 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 Donc encore une fois, partagez sur Discord chaque spot et discutez avec les autres. Et vous vous ferez de plus en plus une petite idée, un feeling sur ces tournois KO. Voilà, et pour finir, je vais parler un peu d'ICM dans les KO. Donc à la bulle, on n'a pas de modèle pour sa partie bulle. Donc on va falloir mélanger un petit peu nos ajustements par rapport au bounty et nos ajustements par rapport à l'ICM standard freeze out. Donc personne n'a de solution exacte aujourd'hui. Juste faire attention à 2-3 petites choses. Les gens vont chauve plus serré. Donc attention au call. Les ranges que vous avez travaillé par exemple quand on ne prend pas en compte l'ICM, il va pas falloir faire vos calls automatiques, va falloir adapter par rapport au range. Donc si vous avez besoin de 35%, faites bien attention que c'est 35% pour la range de chauve de mon adversaire qui va être plus serré. Autre chose, un gros détail, il y a un énorme avantage en KO à avoir un gros tapis pour l'après-bulle. Quand la bulle elle saute, on va avoir beaucoup de short stack qui vont mettre all-in. Et là, la personne qui a un gros tapis a vraiment un EV à pouvoir aller dans ses tapis pour chasser les bounties. Donc ça, il en découle que les spots close ICM, on va dire, d'avant bulle, on va vouloir les prendre. Si vous avez, je ne sais pas, si vous avez 25 blindes à la bulle et qu'on vous demande votre tapis, que vous estimez que le spot il est close, EV+, bien sûr, hein, si c'est EV-, on va le fold. Si vous estimez que le spot est close EV+, et ben on va plutôt vouloir le prendre, car les fois où on va passer à 50 blindes, on aura un énorme EV à pouvoir aller dans les tapis d'après-bulle. Donc il faut garder ça en tête, c'est très intéressant. Le late game, donc ça j'en ai déjà parlé, parce que c'est très important et beaucoup de joueurs font ces erreurs, je le vois tous les jours. Plus le tournoi avance, plus la valeur en jetons des KO devient insignifiante, et les bounties, à un moment donné, ils seront plus pris en compte. Donc je vous ai mis un petit exemple de late game, où on va faire rapidement le tour des ratios. Donc UTG à 13 starting stack, donc c'est un tournoi à 10 € encore, toujours le même exemple. Il a 13 starting stack et il a 3 starting bounty. Donc son ratio ce sera de 0,3. Beaucoup plus bas qu'en début de tournoi où il est de 1. UPix qui a 9, 8,5 starting stack à 1,5 starting bounty. Donc là le ratio est de 1 sur 6, 0,16, 0,15%. Giorgio Malag qui a une vingtaine de starting stack
il a environ 4,5 starting bounty, donc il a un ratio de 0,2, un petit ratio encore, donc là on a 3 petits ratios. Le bouton, il a 4,5 starting stack, et lui par contre, il a 6, 6,5, 7 x 4, 28, 6 x 4, 24, donc 6,5 starting bounty pour 4 starting stack, donc il sera à 1, 2. Et lui, il a un très bon ratio, très intéressant. Donc il va rajouter beaucoup de dead money par rapport au stack, à son stack. Donc on peut faire le calcul, s'il a 6 x 7, 42, il va avoir environ 45 000 de dead money grâce à son bounty sur son stack de 93 000. Donc on voit que c'est vraiment important. Et la small blind qui a 6 starting stack pour 4, 5, 4,5 starting bounty, il est dans les 0,8, 0,7. Il reste intéressant si on convertit en dead money. Mais il est en dessous des 1, mais lui il est aussi très intéressant. Et moi en big blind qui est 23,5, 23, 24 starting stack, et pour 7 x 4, 28, 8 x 4, 32, 7,5 encore starting bounty. Donc là, moi aussi, j'ai un ratio on va dire dans les 0,3. Donc un petit ratio, moins intéressant pour les adversaires. Ça va rajouter quelques pourcents, peut-être 2% d'équité pour mes adversaires. Donc en late game, faites attention à ce ratio. Il y a un moment où ça va vraiment changer et on ne le prendra plus du tout en compte pour nos ranges, puisque la dead money sera vraiment trop petite par rapport au pot. Donc vous faites attention au ratio. S'il est trop petit, vous ne faites pas d'ajustement. S'il est intéressant, vous faites les calculs de cote à chaque fois. Voilà pour le late game. Et pour finir, l'état final. Donc sur l'état final des gros tournois, là les KO. Donc excusez-moi. Pour l'état final, on va avoir deux effets qui vont être inversés, on va dire. D'un côté, les KO ne sont pas intéressants par rapport à la valeur des stacks, vraiment. Il va en découler qu'on n'a pas envie de call plus large les chauves que ce que préconise le modèle standard. Donc il y a quand même un KO, il y a quand même des bounties, donc c'est pas l'effet n'est pas de 0, mais l'effet est beaucoup plus bas que ce qu'on pense, surtout sur les TF de tournois avec beaucoup de joueurs, et où les KO vont avoir une valeur absolue assez grande. Mais je vois des joueurs, je sais pas, des fois il y a des tournois avec 1500 € à la première place, il y a un joueur qui a 150 € de KO sur la tête. Je vois des calls complètement fous, alors que les stacks ils valent tous 600-700 € en ICM. Et les gens vont faire des calls très loose pour aller chercher 100 €. Ça en vaut pas le coup. Et donc on n'est pas à zéro ajustement, mais l'ajustement est beaucoup plus petit que ce que pensent la plupart des gens. D'un autre côté, le bubble factor il est différent d'un tournoi classique, puisque les prize pools sont différents. Donc ils sont différents de quel côté? Ils sont différents puisque l'argent va beaucoup à la première place. Donc je vous ai remis mon exemple où la première place prend 3 fois ce que prend le deuxième. Donc sur les tournois top heavy, l'ICM, le bubble factor est beaucoup plus petit. On va avoir des bubble factors à 12-13 sur des tournois classiques, et ça va descendre à 6-7 peut-être sur un tournoi où on a la possibilité de prendre 3 fois ce que prend le deuxième. Donc ça a deux effets différents. On n'a pas envie de losifier énormément à cause des bounties, mais d'un autre côté, on a envie de losifier puisque le bubble factor est différent. Donc bien savoir déjà, et c'est important de savoir pourquoi on va losifier. Donc attention, pourquoi c'est important de savoir? Parce que par exemple sur Winamax, où ils ont retravaillé les structures de KO, il n'y a pas cet effet top heavy des prize pools. Et du coup, on va beaucoup plus jouer comme un freeze out normal.
Donc il faut vraiment savoir ce que vous jouez. Euh, Sur Winamax, je jouerais beaucoup plus serré que sur PokerStar. Regardez, regardez le price pool de votre tournoi, si vous êtes sur PMU, si vous êtes sur un autre site, pour ajuster votre stratégie de ta finale à ces deux effets qui vont se contrecarrer. Bien entendu, c'est pas impossible qu'un joueur en ta finale ait un ratio très intéressant. Et là, bah, vous irez le chasser. Ce sera à vous de mélanger l'ICM et le, le bounty à vos ranges. Pour ça, il y a le logiciel HRC qui a introduit aujourd'hui la fonction KO et qui est très intéressant pour travailler CTF. Donc là, euh, euh, je vous conseille de travailler avec HRC. C'est toujours pareil. Plus vous ferez de simulations, plus vous aurez d'expérience et plus vous aurez une petite intuition. Surtout que sur HRC, vous pourrez échanger dans un spot la taille du KO de votre adversaire, la taille de son tapis et voir aussi la disposition du price pool et voir un petit peu les effets que ça a sur vos ranges de shove, de call, etc. Donc voilà pour l'ICM. J'ai fini cette petite présentation. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez les poser, les poser, partager sur Discord. Tout le monde y répondra avec plaisir et ça fera gagner de l'expérience à tout le monde. Et il y en a vraiment besoin sur ces formats où les réponses ne sont pas toujours très claires, que ce soit par rapport au range des adversaires, à l'ICM, etc., etc., etc. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. C'était Bruno. Ciao.